effectivement, vous m'avez tendu une perche pour la première question. Est-ce que vous pourriez repasser votre slide, enfin votre transparent, je ne sais plus comment on dit, votre diapo, sur ces flèches, voilà. Donc expliquez-nous exactement ce qui transite là et ce qui reste le petit fantôme vert là. Alors, alors, si vous regardez aujourd'hui dans le monde de l'Internet, et globalement, plus globalement dans le monde économique actuel, nous constatons que les principales sources de valeur ajoutée sont de moins en moins les producteurs de produits, mais deviennent de plus en plus ce qu'on appelle les entreprises d'intermédiation. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise d'intermédiation? C'est une entreprise qui prend les données sous une forme et les transforme sous une autre forme, utile pour faire quelque chose. Exemple, une entreprise comme Google, son activité principale, ce n'est pas de faire un outil de recherche. L'objectif principal de Google, c'est d'utiliser les mots-clés que vous avez utilisés pour faire de la recherche, afin d'offrir aux publicitaires une information qu'ils peuvent exploiter. À partir de quand ça s'est passé? Parce qu'au tout début, quand même, Google, c'était un moteur de recherche. Ça n'a jamais été un moteur de recherche. De l'instant où un service est un service gratuit, c'est vous le produit. Ça, est-ce qu'on ne se l'est pas dit après? Avant, vous aviez Alta Vista, vous aviez Yahoo, tous ces... ils se sont bien posé la question, ces chercheurs, au début, de l'importance de scanner, je ne sais pas comment on dit, de parcourir l'Internet pour quand même donner un service. Ou vendre un service. Alors, vous me posez une question très pertinente. Revenons à l'historique. L'Internet, comme je l'ai montré, a été développé en 69. Pendant très longtemps, ça a été le joujou et le terrain de jeu de la recherche et des chercheurs. Et les chercheurs, par définition, ils ne sont pas très... D'ailleurs, on leur fait beaucoup la critique parfois. Ils ne sont pas vraiment à la recherche du bénéfice immédiat. Donc, ils font des logiciels open source, ils partagent avec les autres. Puis, à partir de 1990, on s'est aperçu que c'était quelque chose de trop important pour laisser ça aux mains des chercheurs. Et les entreprises sont arrivées avec des costards-cravates et des gens extrêmement sérieux qui ont dit « il faut faire de l'argent avec ça ». Et donc, à partir de ce moment, entre parenthèses, nous avons vendu notre âme au diable. Et puis, depuis maintenant quelques années, les gouvernements sont les nouveaux arrivants qui disent « mais non, c'est notre problème ». Tandis que les gouvernements, jusqu'à une période récente, ne s'y intéressaient pas du tout. Petit rappel d'historique, en France, l'Internet a été introduit par l'INRIA et le CNRS. Jusqu'en 91, le mot IP était banni chez France Télécom. Rappelez ce que c'est IP. IP, le protocole IP. Donc, jusqu'en 91, France Télécom avait son réseau compétiteur, qui était l'évolution du Minitel, et parler du compétiteur à l'intérieur de France Télécom était un grand mot. J'ai le bonheur et l'honneur d'avoir été la première thèse de doctorat financée par France Télécom avec le mot IP dedans. Ma thèse a commencé en 94. 94, effectivement, Internet débarquait un peu chez tout le monde, alors qu'avant c'était réservé à la recherche ou aux chercheurs. Vous avez nommé CNRS, INRIA, un certain nombre de représentants et du CNRS et de l'INRIA seront dans les tables rondes demain. Alors, si je reviens à cette map, à cette carte, ça montre le volume d'informations personnelles collectées par les acteurs du numérique aux États-Unis, comparé au volume d'informations personnelles collectées par les acteurs du numérique en France. N'oublions pas qu'en France, nous avons aussi des acteurs assez peu connus, qui sont des leaders dans le marché de la publicité.
Criteo étant un très bon exemple de ces leaders. Alors, on a fait une autre carte que je ne vous ai pas montrée ici, qui a été sur la Chine. Alors en Chine, c'est assez paradoxal. J'arrive à avoir en Chine beaucoup plus d'informations que je peux en avoir en France. Les partenaires chinois ou le gouvernement chinois est beaucoup plus ouvert à nous donner des données pour qu'on les analyse et qu'on fasse des analyses qui leur sont utiles que le gouvernement français. Alors on a eu accès à une base de données. Si vous allez deux mois par an en Chine, peut-être que vous avez noué des contacts aussi, que vous avez une crédibilité. Exactement. Qui fait qu'il s'adresse à vous. Alors, nous avons fait une analyse très exhaustive de l'Internet chinois, où on s'aperçoit que même si la Chine fait une censure et met en place ce qu'on appelle le grand pare-feu chinois, et ils ont une approche très protectionniste de leur industrie informatique, puisque Facebook, il y a un Facebook chinois, Google, il y a un Google chinois, il ne s'appelle pas Google, il s'appelle Baidu, le Facebook aussi s'appelle Renren. Vous avez l'équivalent de Twitter qui s'appelle Weibo en Chine, mais plus de 90% des requêtes publicitaires en Chine partent aux États-Unis. Et la publicité, c'est le nerf de la guerre dans le monde Internet, puisque c'est ça qui ramène de l'argent. Quand vous parlez de requêtes publicitaires, et c'est pour bien comprendre le sens de ces flèches, en fait, ce sont des choses poussées ou ce sont des choses tirées? Tirées. Vous allez sur une page web quelconque, vous avez une publicité qui apparaît, et cette publicité, le fait que vous avez vu cette publicité dans une page qui peut être la page de Le Monde, du journal Le Monde, cette information est remontée à un serveur aux États-Unis. Et donc, vous avez un certain nombre d'acteurs au niveau mondial qui ont une vision précise de ce qui se passe en France ou dans d'autres pays. C'est-à-dire, je dirais, aujourd'hui, si moi je voulais prédire le résultat de l'élection en France, je suis sûr que les trackers américains ont beaucoup plus d'informations précises sur ceci que n'importe quel sondeur en France. Même l'INRIA? Alors, l'INRIA, on développe des méthodologies. Redites qui est INRIA, parce que tout le monde ne le sait pas d'ailleurs. C'est l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. L'INRIA a toute une série de chercheurs qui travaillent sur toute une série de questions là-dessus. Je dirais, on nous pousse, je suis aussi co-directeur d'un projet INRIA qui s'appelle DataSphere, qui s'occupe de la stratégie de la donnée. Donc, ces travaux ont été faits dans ce cadre-là. Même si à l'INRIA, on nous incite énormément à avoir une activité économique et à avoir une activité en dehors du monde de la recherche, mais je constate qu'en France, la position des chercheurs sur toute une série de ces questions est extrêmement marginale. C'est-à-dire, la recherche sur ces questions est pas vraiment sollicitée par les politiques et n'est pas vraiment sollicitée, même je dirais, par les médias. J'interviens fréquemment dans les médias, je dois être l'un de mes rares collègues qui a cette opportunité. Il y a des journaux scientifiques, il y a des articles qui passent dans la recherche ou autre, mais ces journaux-là ne sont pas le journal grand public. Ma place sont des exemples de choses qui sont des informations grand public. Et donc, très fréquemment, à notre corps défendant, on a un discours et on a une audibilité qui est beaucoup plus grande en Allemagne ou en Suède ou aux États-Unis qu'en France. Et c'est le cas de mes collègues à l'INRIA qui sont sur ces questions-là. Peut-être le film nous donnait une des clés. C'est vrai que du point de vue de la recherche, du point de vue peut-être, on pourrait dire, la noblesse de certaines recherches, on a privilégié longtemps en France d'autres types de recherches. Et quand on voit, entre guillemets, le retard qui avait été pris et qui est en train d'être comblé, par exemple, par la défense, c'est parce qu'on avait mis nos billes ailleurs. Il y a cet élément-là, effectivement, il y a des choix qui ont été faits. Il y a une certaine... Alors, je ne jetterai pas la pierre seulement aux partenaires du gouvernement ou autres. On a aussi une tradition en France où le chercheur qui ferait de la vulgarisation ne le ferait pas en début de carrière. Les gens qui font de la vulgarisation sont des vieux bonhommes comme moi qui n'ont plus grand-chose à espérer de l'institution pour leur évolution de carrière.
un jeune qui ferait de la vulgarisation serait vu, assez mal vu dans le monde universitaire tel qu'on l'a. Et d'ailleurs, un jeune qui ferait du multidisciplinaire serait très mal vu. Vous prenez par exemple un jeune thésard qui a travaillé par exemple sur de la géopolitique dans le domaine cyber, il va se présenter sur un poste en informatique, ils vont lui dire « mais tu as fait de la géographie ». Il va se présenter sur un poste en géographie, on va dire « mais tu es un informaticien ». Ah ben justement, on aura dans nos tables rondes, Francis a très bien choisi, plusieurs chercheurs qui ont au moins des doubles casquettes ou des doubles travaux. Je ne veux pas monopoliser le micro, j'aimerais savoir qui a une question. Monsieur, au deuxième rang. Oui, c'est une question sur les flux de données. Qu'est-ce que vous pensez des navigations privées de Google ou d'autres outils comme X-Quick? Est-ce que c'est sérieux ou c'est bidon? C'est sérieux pour d'autres, mais pas pour Google. C'est-à-dire, tout dépend, vous êtes privé par rapport à qui? C'est privé par rapport à quelqu'un qui viendrait voir votre ordinateur, mais c'est pas privé pour Google. Je vais vous donner une histoire, une anecdote très intéressante. Il y a quelques mois de ça, sur une liste de distribution qu'on a sur la gouvernance d'Internet, un chercheur très renommé, dont je tairai le nom, qui est passé à l'entreprise et qui est maintenant l'un des principaux dirigeants de Google, avait été intervenu en disant que Google vous promet que quand vous demandez à ce que vos données soient effacées, elles soient effacées. Moi, en étant connaissant un petit peu les détails, je sais très bien qu'aujourd'hui, effacer un disque, c'est extrêmement coûteux. Puisque pour effacer un disque, il faut arrêter tout ce qui se passe sur ce disque, et sur un disque, il y a des données de milliers de personnes, il faut arrêter tout ça pour pouvoir effacer le petit bout de morceau qui appartient à quelqu'un. Donc, finalement, ce que fait Google, c'est qu'il n'efface pas. Il le rend juste inaccessible aux autres, mais encore accessible à lui, et on m'a beaucoup fait la critique que j'étais allé à l'encontre de ce très grand scientifique, et je l'avais contredit. On a fait une expérience. On a construit 1000 comptes Facebook, Google artificiels, et sur un certain nombre d'entre eux, on a supprimé, effacé les données, et sur un certain nombre d'autres, on n'a pas effacé les données. Et sur ce qu'on a effacé et ce qu'on n'a pas effacé, on a fait exactement les mêmes recherches. On s'est aperçu qu'il y a les mêmes publicités. Ça veut dire que Google réutilise les données qu'il est censé avoir effacées et qui vous promet, juré, croix de bois, croix de fer, j'ai effacé. Donc, pour pouvoir continuer à parler. Qui a une autre question? Monsieur, au troisième rang. Bonjour. En France, on vient de voir apparaître depuis pas très longtemps un opérateur qui se prétend français qui s'appelle Quant et qui garantit plein de choses en termes de discrétion. Ça paraît incroyable, qu'en pensez-vous? Alors, effectivement, la problématique de privacy et la problématique de gestion des informations privées devient tellement importante que ça en devient un argument commercial. Alors, bien sûr, si une entreprise réussissait à garantir ça, ce serait vraiment un argument commercial. Mais généralement, le diable est dans les détails. Je vais vous donner un exemple. Je ne parlerai pas de cette entreprise en particulier, mais je vais vous donner un autre exemple qui montrera la difficulté. Nous avons eu le plaisir d'accueillir M. Delon, qui était présent dans la vidéo, le 14 novembre, lors d'un colloque à Grenoble, organisé par le Data Institute de Grenoble, sur la surveillance. M. Delon est aujourd'hui le directeur du CNCTR, donc l'organe qui s'occupe de la supervision du renseignement. Et
M. Delon a fait une présentation, et lors de la séance des questions, il nous a fait le plaisir de nous faire un scoop. Et le scoop, c'était que les fameuses boîtes noires de surveillance sont opérationnelles depuis un mois, il a dit le 14 novembre, depuis début octobre, avec l'autorisation de la CNCTR. Et il a décrit comment s'était passée l'habilitation. Il a dit que le gouvernement nous a fait des propositions, il y a eu plusieurs allers-retours qui ont été faits, et finalement, ce qu'on a obtenu, c'est la structure suivante. Les boîtes noires capturent de façon indifférenciée des données anonymisées, et derrière, si les services sont intéressés par des données anonymisées, ils viennent nous voir et on les désanonymise, si on en donne l'autorisation. Très bien. J'ai posé la question, sur les questions d'anonymisation, c'est très difficile. Au niveau international, il y a 10 spécialistes de cette question que je connais personnellement. Entre autres, il y en a 2 en France qui sont dans cette salle, dans la salle où la présentation était faite. Quelle expertise avez-vous sollicité pour votre anonymisation? On m'a répondu, nous avons dans la commission un ingénieur X-Télécom. J'ai été extrêmement impressionné. Alors, j'ai dit, je n'ai pas dit à ce moment-là, je suis allé voir M. Delon après, je lui ai donné un exemple tout simple. Supposez que quelqu'un, quand on dit anonymisation, c'est-à-dire que je ne connais pas le nom de la personne qui est en train de faire une recherche. Je prends une personne qui va sur le serveur de mail de l'INRIA, prenons l'exemple de l'INRIA, et qui, 30 secondes après, va sur un site d'information ukrainien. Et 3 minutes après, va sur un site d'une conférence dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je sais précisément c'est qui. Déjà, le fait qu'il va sur le serveur de mail de l'INRIA, il y a 4000 personnels. Donc ça réduit à 4000 personnes. En plus, il parle ukrainien, ça réduit à 3 personnes. Et en plus, il va sur un conf en intelligence artificielle, les 2 autres font d'autres domaines. Donc, le fait que les services n'ont pas demandé de désanonymiser aucune donnée en un mois, c'est qu'ils n'en avaient pas besoin. Et donc, tout ceci montre la difficulté qu'il y a à répondre et à garantir quelque chose. Ceci dit, un opérateur qui au moins prend l'effort de dire ça et qui donnerait des éléments de transparence, c'est suffisamment intéressant à noter. Voilà. Et donc, ça pourrait être éventuellement quelque chose. Alors ensuite, il faut voir, cet opérateur, il vient de quel pays? Quelle est sa structure de financement? Par exemple, aujourd'hui, si vous avez un partenaire américain dans votre financement, vous êtes tenu par la loi américaine, puisque les Américains ont des voies de retention. Une chose qui est très intéressante, c'est qu'on ne se rend pas compte que les frontières dans le domaine du cyberespace ne sont pas du tout celles qu'on pense dans le monde réel. Par exemple, on ne sait pas que l'Inde et la France ont une frontière entre la France et l'Inde qui est au sous-sol de la Défense à Paris. Pourquoi? Parce qu'il y a un endroit, vous avez un routeur qui appartient à France Télécom, sous juridiction française, mais un routeur qui appartient à Tata, sous juridiction indienne. Quand les données elles passent du routeur français au routeur indien, l'effet, c'est que si vous voulez aller récupérer les données qui sont parties sur le routeur indien, il faut aller plaider à Calcutta. Pourtant, ce routeur, il est en France. J'irais même plus loin que ça. Depuis les années 90, il y a une loi américaine qui oblige les opérateurs américains à ouvrir leur réseau aux services de sécurité américains. Donc très fréquemment, quand vous avez un opérateur américain qui est présent, vous allez avoir à l'intérieur de l'infrastructure réseau une petite boîte noire avec des gros cadenas et un aigle américain dessus. C'est la présence officielle des services américains. Et cette présence officielle, elle n'est pas aux États-Unis, elle est en France. Vous imaginerez un policier américain venir faire des constatations et faire de la capture d'informations en France sans passer par le juge? Pourtant, c'est ce qui se fait sur Internet. Alors justement, est-ce que ça peut
à défaut de dire ça doit être régulé, est-ce que ça peut l'être? Alors, je dis toujours que l'Internet, en particulier le trafic interdomaine, qui est l'un de mes domaines d'intérêt, c'est le paradis d'Adam Smith. C'est le Far West. La seule règle qui existe, c'est les accords, les contrats de droit privé entre deux acteurs. C'est-à-dire, vous pouvez très bien avoir un contrat, aujourd'hui, vous pouvez très bien, en France, avoir un contrat avec un fournisseur de services qui vous dit la juridiction à laquelle ce contrat se rapporte, c'est la juridiction américaine. Et c'est un contrat de droit privé, vous pouvez le signer ou pas le signer. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de revenir à la juridiction française. Alors, depuis quelques années, les pays essayent de mettre le doigt dans ça, et ils commencent à s'apercevoir que la boîte de Pandore a déjà été ouverte et que ça leur échappe, et ils essayent de réguler. Mais la régulation est très difficile. J'en donnerai un petit exemple anecdotique, mais qui montre les choses. Il y a quelques années de ça, vous avez eu tous les opérateurs qui se plaignaient du fait que leur réseau était saturé. Et ça expliquait pourquoi, par exemple, si vous voulez connecter à YouTube à un certain moment de la journée sur un réseau d'opérateurs français, c'est très lent. Ils disaient que c'était saturé. Donc en France, nous avons une autorité de gouvernance ou de régulation des télécoms. Cette autorité a demandé aux opérateurs présents en France de leur donner le niveau d'occupation de leurs liens. Puisque tout le monde annonce que nos liens sont saturés, dites-nous à quel niveau ils sont saturés. Les opérateurs français ont répondu à la question en rechignant un peu, mais on peut. Les opérateurs américains ont répondu, niet, nous sommes sous loi américaine, nous n'avons rien à vous donner comme information. Bien. Alors, allez demander ça à des Chinois, et ensuite dites, mais ils ne nous répondent pas. Oui, parce qu'ils ont pris exemple sur... J'aimerais revenir à une question peut-être simple, mais dont la réponse doit être fort compliquée. Après tout ce qu'on a vu, et vous aviez fait le commentaire que c'était anxiogène, alors qu'est-ce que je risque, moi? Qu'est-ce que vous risquez, vous? Que risque chaque personne d'entre nous dans cette salle? Alors, pour vous donner une analogie de la situation, avant le 19e siècle, l'humanité ne connaissait pas les microbes. Et puis au 19e siècle, il y a un certain nombre de personnes qui ont regardé avec des microscopes et se sont aperçus qu'il y a de méchantes bestioles qui se baladent dans l'air, qui se baladent dans tout ce que nous mangeons, qui se baladent partout, et qui peuvent nous rendre malades, qui peuvent nous tuer. Et d'ailleurs, ça a déjà tué beaucoup de gens. Et bien sûr, alors, à ce moment-là, il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui, donc on a eu de la chance. Mais s'il y avait les médias comme aujourd'hui, vous vous imaginez l'anxiété de tout le monde qui aurait dit « Mais comment on vit avec toutes ces bactéries et tous ces... » Et puis, comment est-ce qu'on a traité ça? On a traité ça par de l'éducation. On a appris, dès le plus jeune âge, qu'il faut se laver les mains 4 ou 5 fois par jour. Il faut avoir une certaine hygiène. Il faut être conscient que si on touche quelque chose qui est sale, ou même n'importe quelle chose, avant de manger quelque chose, il faut se laver les mains. C'est un travail d'éducation. Donc, je vais revenir dans le monde cyber. La principale chose qu'il faut savoir dans le monde cyber, c'est qu'il faut être conscient des risques et des bénéfices qui existent. Et donc, faire un travail d'apprentissage, faire un travail, je dirais, civique, de citoyen, pour apprendre les risques et être conscient de ces risques. Ce n'est que par ce biais-là qu'on pourra avoir éventuellement une position rationnelle. Parce que l'une des caractéristiques de l'anxiété, c'est que ça nous pousse vers l'irrationalité. Et il faut avoir de la rationalité. D'où l'importance de l'éducation. J'ai ma part de responsabilité, je suis académique, donc j'ai le plaisir et le bonheur, mais aussi la lourde responsabilité de jouer mon rôle. Mais ce rôle-là ne peut pas être possible sans le relais et la prise de conscience de chacun d'entre nous et de chacun d'entre vous. Tout à l'heure,
vos remarques suite au film. Vous disiez qu'on ne mesurait peut-être pas assez les impacts sociétaux. Alors même que tous ces derniers temps, on parle de l'utilisation de Facebook, pas seulement pour se joindre entre amis, mais peut-être aussi pour des activités toutes sortes d'activités délictueuses. Mais peut-être que vous aviez une autre idée quand vous parliez d'impacts sociétaux. À quoi pensiez-vous? Alors, nous sommes, comme je l'ai dit précédemment, nous avons une nouvelle dimension qui a commencé à émerger, qui est la dimension du cyberespace. À la différence des dimensions précédentes de la géographie, l'air, la mer, la terre ou autres, c'était des dimensions précédemment qui étaient mutuellement exclusives. C'est-à-dire quand vous étiez dans l'eau, vous n'étiez plus sur Terre. La caractéristique de cet espace cyber, c'est qu'on est enveloppé et enfoui en permanence dans ce flot de données qui est autour de nous. J'irai même un peu plus loin. Si je veux remettre ça dans un contexte plus global, nous savons, un certain nombre de scientifiques en font l'hypothèse, que nous sommes rentrés depuis une cinquantaine d'années dans une nouvelle ère géologique qu'on appelle l'Anthropocène. Et la caractéristique de l'Anthropocène, c'est que c'est la période géologique où l'humain a la capacité d'agir sur son environnement, en mal ou en bien. Mais il a cette capacité. Qu'est-ce qui rend possible la capacité de l'humain? C'est pas seulement qu'on a des moyens ou des pelleteuses plus grosses, c'est aussi le fait que nous commençons à avoir de l'information et des flots d'informations suffisamment importants. Donc l'information est quelque chose qui nous entoure et qui est l'élément principal de ce liquide amniotique dans lequel on baigne. Et donc, le changement sociétal principal, c'est la prise de conscience de ça et les impacts que ça a sur notre comportement. Par exemple, l'histoire de la surveillance peut très bien nous amener à se dire que, puisqu'on est suivi et traqué à chaque instant du temps, il faut qu'on se construise toute une série de visages ou de rôles et de masques pour se cacher dans cette multitude et dans cette surveillance. Mais ceci pose la question aussi d'une schizophrénie sociale. Quelle est la personne réelle dans tous les profils Facebook que nous avons? Nous avons un profil Facebook pour nos amis proches, un profil Facebook pour nos employeurs, un profil Facebook pour nos parents. Lequel est le vrai? Et puis, ça pose aussi une autre question. La problématique de l'Internet aujourd'hui est tellement prégnante qu'on ne peut pas se dire « j'en sors ». J'allais vous demander, il ne suffit pas de se déconnecter? Non. Alors, je vais être un peu provocateur dans ce que je dis. La problématique de l'Internet, c'est une problématique qui touche fondamentalement à la notion de liberté, à notre humanité, parce que ce qui nous définit comme humains, c'est être libre et avoir du libre arbitre. Alors, la liberté ultime... Si vous partez sur le libre arbitre, on va pouvoir y passer la nuit. Hein. Voilà. La liberté ultime de l'humain, en termes de libre arbitre, c'est qu'à un certain moment, et je vais être provocateur en le disant, tu peux très bien dire « je ne veux plus jouer le jeu du monde et je me suicide ». On peut faire du suicide numérique. Mais ce suicide numérique, si vous faites ça existe peut-être déjà dans des blogs, les recommandations pour faire un suicide numérique, mais à mon avis, vous allez avoir un succès. Bien sûr, mais en même temps, c'est un suicide. C'est-à-dire, on se coupe de toute une série de choses. Aujourd'hui, je vous donne un exemple très simple, ne pas avoir un téléphone portable, c'est une position. C'est une position forte, c'est une affirmation qui va avoir des coûts. Parce que tout le monde pense que vous êtes normal, vous avez un téléphone portable. On a l'exemple un peu classique, de plus en plus d'administrations de l'État demandent à ce qu'on leur envoie les informations par Internet. Quelqu'un qui n'a pas d'Internet, qui ne sait pas utiliser Internet, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, on n'accepte plus de dossier papier, tout doit être fait par Internet. Donc, se déconnecter totalement a un coût. Et je me pose la question, est-ce que le jeu en vaudra la chandelle? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas rester là, mais être conscient et construire
son hygiène numérique et être conscient qu'on a une vie numérique en plus de notre vie réelle. Quand vous parliez de ce liquide amniotique, je ne pouvais pas m'empêcher de penser en fait au microbiote. Le microbiote qui est absolument partout, qu'on a tout autour de nous, en nous. Et donc là, c'est comme un big data microbiote. Excusez-moi, ça fait du jargon tout ça. Mais justement, on va les expliquer demain. Y a-t-il des questions? Francis Rocard. Oui, j'en reviens à cette carte avec ces flèches bleues. J'ai toujours pas bien compris ce qu'elle représente. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que ça vient du fait qu'on fait des requêtes sur Google et Google est américain, et donc ça part là-bas? Ou est-ce que c'est la NSA qui pompe tout? Pourquoi tout est bleu vers la gauche? Et qu'est-ce que c'est que ce petit point jaune à droite? Je ne comprends pas, au milieu de la mer Noire. C'est pas la mer Noire, mais enfin, c'est la mer intérieure. C'est quoi ce truc? On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, ça. C'est tout le reste, vers la Chine et vers l'Asie. Ah, d'accord. Alors... Et les choses vertes, d'abord on ne voit pas très bien, mais est-ce que les flèches sont de taille variable? Il y a des pourcentages, c'est des camemberts, c'est quoi? C'est des camemberts. Ah, c'est des camemberts, excusez-moi, on voit pas bien. C'est des pourcentages. Alors, qu'est-ce que c'est que cette information? Alors, pour vous décrire un petit peu plus précisément comment ça marche. Aujourd'hui, quand vous allez sur un site quelconque, par exemple, vous allez sur le site de lemonde.fr. Sur le site de lemonde.fr... Vous pouvez aller sur scienceetavenir.fr aussi, hein. Ou un plein de autre. choses intéressantes. Vous allez voir sur ce site toute une série de bannières publicitaires ou toute une série de boutons, par exemple, qui disent appuyez sur ce bouton pour le reforwarder à vos amis sur Twitter. Appuyez sur ce bouton pour le reforwarder à vos amis sur Facebook. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que vous allez sur un site, vous avez une bouffée de connexions qui sont envoyées vers, par exemple sur le site du Monde, sur 70 autres sites. Et donc 70 autres sites sont informés que vous, et derrière on peut vous traquer, on peut savoir que c'est vous, on peut savoir vous êtes qui, vous vous appelez quoi, vous habitez où. Vous êtes allé sur le site du Monde à telle heure, et puis 30 secondes après vous êtes allé sur le site par exemple du Figaro, ou sur le site de Libération, ou sur le site de Mediapart, ou ainsi de suite. Ou de Science et Vie. Science à Avenir, voilà. Oui. Ah, c'est terrible. Ouais, Qu'est-ce que je dois supporter? Donc, vous pouvez... Donc, ces informations de tracking sont des informations essentielles pour les publicitaires. Parce que derrière, ça leur permet de construire un ciblage de votre profil. Alors, j'aimerais un petit peu ouvrir cette question de ciblage. En fait, l'hypothèse de base du ciblage, c'est que je suis capable, en observant vos activités passées, de prédire qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous êtes. En quelque sorte, c'est une négation complète du libre arbitre. C'est-à-dire, je suis capable, en regardant ce que tu as mangé hier, de savoir qu'est-ce que tu vas manger demain et qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que... Alors, bien sûr, l'humain n'est pas totalement libre, mais a toujours une part de libre arbitre. L'endroit où ça pose problème, c'est que de plus en plus, ces systèmes de recommandation vont agir de la façon suivante. Si vous ne suivez pas la recommandation qu'on vous a donnée, il ne va pas se dire « mon modèle est faux ». C'est vous qui êtes vrai. Il va dire « non, toi, tu es un anarchiste, tu es un contestataire. Donc, je ne vais pas te proposer la réduction de prix que je ferai au type qui suivrait les recommandations. » Donc, je reviens à la question de M. Rocard. Le volume de données que vous voyez, c'est le nombre de connexions qui, quand vous allez voir des sites en France, vous amène à envoyer des informations vers des sites aux États-Unis. Alors, est-ce que ces informations vont directement à la NSA? Non. Ils vont à des publicitaires. Est-ce que la NSA demande parfois ces informations? Oui. Exemple, très récemment, d'ailleurs ça a abouti, on est en train de faire une pétition sur la question actuellement entre chercheurs, je ne sais pas si ça va aboutir ou pas. Et la pétition est sur Facebook? Non, non.
mais on est en train de faire une pétition puisque le service des douanes américain, le ICE, a demandé, il y a une dizaine de jours, lors d'un grand show médiatique, aux entreprises du logiciel de leur construire des outils algorithmiques qui permettraient de suivre l'activité sur les réseaux sociaux des personnes qui ont un visa pour entrer aux États-Unis, et donc de construire une matrice de risque en fonction de l'activité qu'ils ont eue sur les réseaux sociaux. Et l'endroit où ça me pose problème, et c'est pour ça qu'on est en train de monter une... c'est que ça va à l'encontre de toute une série de règles éthiques. Et ça va même à l'encontre, plus loin, de la notion même de statistique. La statistique est une science qui permet de faire des prédictions sur des agrégats. Elle ne permet jamais de faire une prédiction sur une seule personne. Quand vous lancez une pièce et je vous dis que la probabilité de pile, c'est 80%, ça ne vous dira pas quel est le résultat du prochain lancer de pièce. Ça vous dira que si vous lancez 100 fois la pièce, grosso modo, dans 80 fois, ce sera pile, donc 20 fois, ce sera face. Mais l'utilisation, l'extension de la statistique à un seul élément pose des problèmes, parce que statistiquement, ce n'est pas objectif, c'est subjectif. Et ça pose aussi des problèmes éthiques, puisqu'on utilise un argument scientifique pour quelque chose qui n'a rien de scientifique. Avez-vous d'autres questions? Et je vous redemande jusqu'à quelle heure pouvons-nous poursuivre? On a encore le temps. On a encore le temps. Y a-t-il des questions là-haut? Non. Je sens à quel point c'est pas forcément facile d'intégrer toutes ces données que vous nous donnez et en tirer des questions. J'en aurai évidemment une quand même qui rejoindra un certain nombre de choses que vous avez commencé à dire tout à l'heure. On a entendu des informations, peut-être certains d'entre vous les ont entendues aussi, de propositions actuelles qui attenteraient, en tout cas aux États-Unis, à ce qu'il est convenu d'appeler la neutralité du net. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la neutralité du net? Donc, l'accès équitable, ou je ne sais pas quels sont les termes que vous emploierez. Et est-ce que ici, en Europe, nous sommes protégés? Alors, qu'est-ce que c'est que la neutralité du net? Alors, la neutralité du net est un concept qui est assez facile de décrire intuitivement, mais qu'il est très difficile de spécifier. En fait, on ne peut pas définir qu'est-ce que c'est que la neutralité du net, on peut définir qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vais essayer de définir, donner la définition intuitive. La définition intuitive, c'est de dire qu'Internet, finalement, c'est un tuyau dans lequel certains pensent qu'il y a des chats qui passent, mais non, c'est des paquets qui passent. Et dans ces tuyaux, vous avez des données qui passent. Et un opérateur de télécommunication, tout comme la Poste, qui n'a pas le droit de regarder le contenu de vos courriers, n'a pas le droit de regarder qu'est-ce qui y passe. Et donc n'a pas le droit de faire un traitement différencié en fonction de est-ce que vous êtes en train de regarder de la vidéo, ou est-ce que vous êtes en train de chatter avec votre petite fille, ou est-ce que vous êtes en train de regarder tel ou tel site. En particulier, ce qui irait à l'encontre de la neutralité du net, c'est la censure, puisque la censure regarde ce que vous êtes en train de faire et va décider en fonction de l'envie du gouvernement ou un certain nombre de règles, est-ce que vous avez le droit de regarder ça ou pas. Donc ça, c'est la définition intuitive. Problème l'endroit où ça pose problème, c'est que, par définition, un réseau ne peut pas être neutre, parce qu'il est bien obligé de regarder les paquets pour savoir où est-ce qu'il faut les envoyer. Donc, vous ne prenez pas les paquets, vous ne les envoyez pas tous au même endroit. Donc, il y a un certain nombre de zones du paquet que vous avez le droit de voir, et certaines zones du paquet que vous n'avez pas le droit de voir. Donc, grosso modo, on va dire que nous avons le droit de voir le contenu d'un paquet pour l'amélioration du service. Donc, pour un service rendu au client, et non pas pour un service rendu à l'opérateur. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est que après beaucoup de discussions durant le gouvernement Obama, finalement les Américains se sont alignés sur l'idée de dire que le réseau doit être neutre et donc les opérateurs ne doivent pas faire des
services différenciés en fonction du type de client. Et donc quand on dit services différenciés, ça veut bien dire aussi une optimisation du revenu de l'opérateur. Et que c'est l'intérêt de l'utilisateur qui prime sur l'intérêt de l'opérateur. Donc, comme vous le voyez, définir qu'est-ce que c'est que l'intérêt du client, qu'est-ce que c'est que l'intérêt de l'opérateur, c'est pas quelque chose de difficile, mais il est parfois facile de montrer que cette variation-là, cette action-là que vous avez effectuée sur un paquet, avait seulement un intérêt pour l'opérateur et n'avait pas d'intérêt pour moi. Alors, aujourd'hui en Europe, nous avons un règlement qui rend la neutralité du net obligatoire sur un certain nombre de pays européens. C'est déjà inscrit dans la loi. En Europe, il y a une réglementation globale de neutralité du net, mais cette réglementation n'a pas encore été enforcée sur les États pour qu'ils le transforment en loi en interne. En France, nous avons une directive. Et la position du gouvernement a toujours été sur la neutralité du net. Alors, si les Américains sortent de cette neutralité du net, ça peut aussi avoir un effet château de cartes, puisque les Américains sont présents à peu près partout. Grosso modo, aujourd'hui, 40% des opérateurs auxquels un opérateur français communique est strictement américain. Donc, si les Américains commencent à faire sauter la neutralité du net, ça veut dire que les entreprises américaines ont un avantage compétitif, et donc derrière, un avantage en termes de revenus, donc derrière, ça peut mener à mal toute une série de choses. Bon. Je ne rentrerai pas dans le débat, mais il faut bien constater qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train de se marginaliser sur toute une série de choses. Ça ouvre toute une série de possibilités à d'autres pays, par exemple la France. Mais quand on regarde la situation internationale sur toute une série de sujets, l'élection du président actuel américain est une véritable catastrophe sur toute une série de questions. Alors sur le climat, je donnerai un autre exemple. La première décision que M. Trump a prise, le premier executive order qu'il a fait, c'est, jusqu'à maintenant, il y avait ce qu'on appelle un safe harbor, c'est-à-dire les citoyens européens avaient à peu près, au moins dans les dires, les mêmes garanties en termes de respect de la vie privée que les citoyens américains. Premier ordre qu'a donné Trump, safe harbor est mort. Je ne veux pas entendre parler du safe harbor. En Europe, on a parfois été très lent à réagir par rapport aux États-Unis, et on s'en mord les doigts. Sur cette affaire-là aussi, on n'a pas très bien réagi. On a réagi en tapant Apple au niveau des impôts et en voulant demander des impôts à Google. C'est peut-être pas suffisant. On a eu un exemple très malheureux il y a quelques années de ça. Les Américains ont fait une amende à la Société Générale parce que la Société Générale avait fait des transactions en dollars en France sur des pays qui avaient de l'embargo. On a accepté de payer les 5 milliards de dollars. Et maintenant, chaque fois que les Américains veulent mettre la pression sur n'importe quel sujet, ils ont le précédent de la BNP, et donc peuvent mettre la pression qu'ils veulent sur les banques européennes. Et ça pose énormément de problèmes sur toute une série de choses. Il y a une dernière question. Monsieur le maire. Oui, vous avez évoqué précédemment les problèmes qui résultent du fonctionnement normal d'Internet. Mais qu'en est-il, par exemple, pour la confidentialité des données personnelles, d'un piratage? Donc récemment, la presse a fait référence donc, au piratage de VTC Uber, piratage des données des clients. Donc ça signifie que lorsqu'on utilise Uber, il y a tout un tas de données personnelles confidentielles qui peuvent ensuite être utilisées à toutes sortes de fins, à des fins commerciales que vous avez évoquées. Alors, dans la question du piratage, il y a plusieurs aspects. Il y a un premier aspect, bien sûr, le pirate a une responsabilité évidente dans un piratage.
Mais on a aussi accepté toute une série de jurisprudences, en particulier la jurisprudence de votre assurance, qui vous dit que si vous avez une maison qui n'est pas fermée à clé et que quelqu'un s'y introduit, il faut faire la preuve qu'il y a une effraction. Sinon, l'assurance ne vous couvre pas. Donc il y a une responsabilité aussi en termes de défense. En particulier dans le cadre d'Uber, on peut se poser la question, quelle était la nécessité pour Uber de stocker dans un même endroit 50 millions d'identités de personnes pour que ces informations-là soient volées? Et se poser derrière la question, cet événement a eu lieu l'année dernière. Vous l'annoncez aujourd'hui. Quelles sont les suites pénales de cette affaire? Je pense qu'aujourd'hui, un tribunal français devrait pouvoir se saisir de cette affaire et dire c'est des informations de citoyens français, Uber a une présence en France, donc il doit payer une amende. Très peu de dirigeants d'entreprises qui ont eu des fuites de données sont sanctionnés. À ma connaissance, il n'y a eu que 2 dirigeants d'entreprise sur les 10 dernières années qui, suite à des fuites de données et des vols de données, ont été obligés de démissionner. Yahoo? Non. Non, Yahoo n'a pas été. Il y a eu l'entreprise Staples et récemment une entreprise qui faisait du prêt bancaire qui a été obligée de démissionner après 3 mois de tempête. Il a finalement lâché l'éponge. Aujourd'hui, et je fais très fréquemment des sensibilisations à la cybersécurité auprès des entreprises. Et beaucoup d'entreprises ne sont pas encore conscientes qu'ils sont passés dans un nouveau monde où la principale richesse de leur entreprise, c'est les données. Et donc, si la richesse principale d'une entreprise, c'est les données, c'est normal que l'entreprise les protège. Mais il y a bien une réglementation qui va entrer en vigueur. Alors, il y a une réglementation, la RGPD va rentrer en vigueur au mois de mai. On aura besoin de 10 000 data officers. Je pense que... C'est quoi les data officers? C'est une personne, chaque entreprise qui utilise des données personnelles, c'est-à-dire si vous stockez une liste client, c'est des données personnelles, vous êtes obligé d'avoir dans votre entreprise une personne qui est responsable de la sécurité des données personnelles. Nous avons besoin de l'ordre de 10 000 DPO pour les 2 années à venir. Nous avons la capacité d'en former 250 par an. Ah, il y a de quoi travailler dans le domaine. Hein. Il y a de quoi travailler. On va importer des gens? Il va falloir peut-être importer des gens, peut-être donner l'envie à nos jeunes de faire de l'informatique. C'est assez paradoxal de se rendre compte que les formations en informatique en France ne sont pas pleines. Je suis dans une école d'ingénieurs à Annecy, où nous avons 3 spécialités, une spécialité en bâtiment environnement, une spécialité en informatique et une spécialité en automatique. Il y a 100 places dans chacune des spécialités, il y a 500 candidats pour les 100 places en bâtiment. Notre spécialité informatique se remplit à 40 personnes. On ne remplit pas les 100 personnes qu'on a possibles. Pourquoi? Et je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes et la On raison... n'a pas encore su leur faire comprendre que c'était là qu'il fallait aller demain. L'endroit où les femmes sont en majorité dans le domaine informatique, et c'est extrêmement paradoxal, c'est le Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, dans les formations informatiques, vous avez 80% de femmes. J'en viens là, je racontais ça à Francis dans le bus. Effectivement, il faut voir que parce que ça donne justement un autre pouvoir, et peut-être qu'elles avancent, si j'ose dire, masquées. Oui. Ah oui. Très intéressant. Koweït. Jordanie. Je connais la situation de certains pays du Moyen-Orient. Par exemple, la situation iranienne est un peu particulière, avec depuis quelques années 70% des étudiants acceptés à l'université qui sont des jeunes filles. Et dans les spécialités informatiques, plus de 85% de jeunes femmes en informatique. En France, on peine. Là, ce matin, je faisais TP auprès de mes étudiants. J'en ai 20 et j'ai 3 filles.
J'ai de la chance parce qu'il y en a beaucoup dans le promo. Mais grosso modo, la situation du recrutement informatique n'est pas à la hauteur de la réalité. Ça fait très longtemps qu'on saute comme des cabris, on dit sécurité informatique, sécurité informatique, sécurité informatique. Les étudiants qu'on forme n'ont pas de problème pour se trouver un emploi, il n'y a aucun problème. Mais, ceci dit, je dirais on dit toujours pourquoi on ne réussit pas à former suffisamment d'ingénieurs informaticiens spécialistes en sécurité. Je dis toujours que le jour où l'auditeur réseau sera payé en salaire, un salaire du même ordre de grandeur, je ne dis pas égal, du même ordre de grandeur qu'un auditeur financier, là, l'audit informatique sera vraiment important. Autre exemple que je donne très fréquemment, je dis, j'arrive dans une entreprise qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, très grosse entreprise, et je sors un billet de 100 euros. Je dis, ce billet, est-ce que vous pouvez me dire comment il a été dépensé, pourquoi il a été dépensé, à quelle heure de la journée il a été dépensé? J'ai une armée de comptables qui sort et qui va me dire, ce billet, il est sorti de la banque tel jour à telle heure, il a été consommé tel jour à telle heure, j'ai la facture, j'ai tous les documents. Et donc j'ai une information précise. Maintenant, sur cette même entreprise qui a 1 gigabit par seconde de trafic, ça, tous ceux qui sont aujourd'hui en fibre optique peuvent avoir jusqu'à 1 gigabit par seconde. C'est-à-dire 1 milliard de bits. 1 milliard de bits. Et j'arrive et je dis, ce flot 100 kilobits par seconde encrypté, c'est qui l'a encrypté? Qu'est-ce qu'il contient? On ne sait pas. Pourtant, 100 euros, même 1 million d'euros pour l'entreprise qui a 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ça ne va pas couler l'entreprise. Mais 100 kilobits par seconde de trafic non contrôlé, ça vous met une entreprise avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à plat en une semaine. Alors, après je dis, d'accord, vous êtes conscient de l'importance, je veux recruter un ingénieur pour faire le monitoring du trafic dans l'entreprise. Vous savez, la situation financière, elle n'est pas très bonne, c'est difficile de recruter des ingénieurs. Je veux recruter un comptable, c'est très facile, j'ai plein de contacts. Je n'ai rien contre les comptables, mais je veux juste dire que si il est important d'avoir des comptes honnêtes, il est aussi important de savoir qu'est-ce qui se passe dans son réseau et dans son infrastructure informatique. L'informatique, ce n'est pas seulement une source de coût. Ben voilà, merci, on a compris. Merci beaucoup, merci pour votre accueil et pour les questions. Merci. Professeur, vous nous avez convaincus. Alors, on se retrouve demain à 9h30 et nous parlerons mobilité, transport, innovation à la française. Rejoignez-nous, ce sera passionnant.